qu'on a beaucoup d'agriculture dans le département, parce que superficie de territoire, on n'a pas beaucoup de superficie en tout cas agricole, mais par contre, en proportion, on a beaucoup de superficie en agriculture biologique. On a le deuxième département de métropole avant de l'agriculture biologique en termes de superficie. Donc on voit que déjà localement, on a une préoccupation sur la préservation de l'environnement, et notamment ça se concrétise tout simplement par une activité en agriculture assez ciblée sur l'agriculture biologique, à hauteur de 10%, ce qui nous concerne. Donc, on voit aussi, et ça d'un point de vue plus national, une augmentation de ces surfaces en agriculture biologique qui sont très importantes. Et on arrive aussi, on a quasiment, depuis le début des années 2000, là, cette année, on va quasiment doubler en fait la superficie en agriculture biologique. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on fait de l'agriculture biologique qu'on n'a pas besoin de protéger ses cultures, et donc on a une forte demande en produits. Une forte demande en produits autorisée en agriculture biologique. Il n'y a pas que l'agriculture biologique qui va utiliser ces produits, hein, s'ils sont actifs, bien sûr. L'agriculteur conventionnel, lui aussi, recherche des alternatives aux pesticides de synthèse. Donc ces produits doivent intéresser tout le monde. Mais ici, ces exemples-là vous donnent bien l'importance de la croissance de la demande. C'est essentiellement ça que je voulais vous montrer à travers ces différentes grandes. Donc, la pression sociétale induit une forte demande en produits. Cette forte demande en produits, c'est l'agriculture, mais c'est aussi les espaces verts et c'est aussi les services de voirie. D'accord? Donc, ce qu'on appelle le non-crop. Aujourd'hui, le marché des biopesticides est en pleine expansion. On est passé de 500 millions à 1 milliard. On estime que un rapport qui a été remis l'année dernière au Premier ministre estime qu'on sera à peu près à 8 milliards en 2015. Donc on est vraiment sur une augmentation très importante du marché. On a une forte demande, des produits qui arrivent, mais on a un gros problème. Et donc là, je prends la caricature du problème, c'est par exemple le purin d'ortie. Le purin d'ortie aujourd'hui fait partie des biopesticides. En fait, en tout cas, dans la définition, ça rentre dans les biopesticides. Donc ici, il y a les deux bidons, donc celui-là qui était la cause de la guerre de l'ortie, qu'on appelle. Et vous voyez qu'ici, on va essayer de zoomer un peu, c'est pas mieux, mais ici, on a une revendication. On stimule la croissance et protège contre quelque chose. En fait, ici, du coup, on tombe sur le code rural et cette revendication doit être prouvée. Et si on a une revendication de type phytopharmaceutique, ce qui était le cas pour le purin d'ortie, ça veut dire que le purin d'ortie doit être inscrit dans une annexe européenne qui va l'autoriser comme produit phytopharmaceutique, comme pesticide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché, les composés dits biopesticides, si je prends des composés naturels, doivent être inscrits à l'annexe 1 du règlement européen, c'est-à-dire qu'il va autoriser la mise sur le marché d'un principe actif. Or, le purin d'ortie n'avait jamais fait de demande d'inscription en annexe 1 et la revendication n'a jamais été concrètement prouvée. Donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec ce bidon-là, vendu au consommateur, sans revendication. C'est-à-dire que sur le bidon, on ne peut pas écrire à quoi ça sert. Donc, on achète du purin d'ortie, on ne sait pas trop pourquoi, et du coup, on ne sait pas comment l'utiliser. Donc là, c'est toute la problématique. On est dans un contexte où on a finalement une forte demande et la proposition et un problème un peu législatif qui fait qu'on a des produits sur le marché avec des revendications plus ou moins obscures et donc on ne sait pas vraiment utiliser. Enfin, on ne sait pas le potentiel de ces produits. Juste une explication, ça peut être tout simplement là. Donc ça, c'est une échelle de temps de recherche entre le début de la recherche de composés à l'homologation et la commercialisation. On a à peu près 10 années de recherche, c'est des chiffres qui ont été donnés par Bayer, ça, et on estime à peu près à 200 millions d'euros le coût d'investissement pour arriver au marché avec un produit. Donc vous comprenez bien que les purins d'ortie, 200 millions d'euros, ils ne sortiront jamais, sauf que c'est plutôt des PME, quoi. Généralement, tous les biopesticides, on est vraiment sur des PME. Et donc, ces PME, elles manquent quoi? Elles manquent cruellement de recherche, c'est-à-dire que déjà, asseoir la connaissance du produit, savoir qu'est-ce qui est actif dans le produit, comment c'est actif, comment l'utiliser, tout ça, elles n'ont pas les laboratoires, elles n'ont pas les compétences, elles n'ont pas les moyens pour développer tout ce socle de connaissances essentiel au développement du produit et à la pénétration du marché. Donc, l'idée, nous on est dans ce contexte-là et on va essayer justement de proposer un projet de recherche qui va un peu amorcer cette démarche-là, arriver à avoir une connaissance un peu plus sûre de ces produits pour arriver à faire de la qualité et avoir des produits sûrs et pour le consommateur final.
Donc on a une demande croissante des produits, on a aujourd'hui, dû à un problème d'allégation et de législation des produits sur le marché avec des revendications un peu floues, phytostimulants, engrais foliaires, phytoprotecteurs, tout ça pour essayer d'éviter la législation pesticides, pour ne pas être obligé de déposer une demande, une annexe 1, on va dire. Et on a surtout un manque de connaissances cruelles sur ces produits naturels. Donc on a des produits naturels qui existent et on doit essayer de les caractériser. Donc les objectifs du projet, c'est de développer un socle de connaissances sur ces préparations. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste tout d'abord, on est dans un laboratoire de chimie des biomolécules. Donc on va essayer de voir, on part en fait sur tout un panel de plantes qui sont reconnues comme étant actives, comme anti-mildiou par exemple, ou on travaille sur la pourriture noire de la pomme de terre. Donc on a des extraits végétaux qui marchent très bien, et aujourd'hui c'est une maladie bactérienne par exemple, et on n'a aucun produit commercialisé, même de synthèse, contre cette maladie bactérienne. Donc aujourd'hui, nous on développe des extraits naturels qui ont une activité justement sur cette maladie de conservation des pommes de terre. Donc ici, nous, pratiquement comme on fait, en fait on génère des extraits organiques de ces plantes, tout comme vous pouvez trouver en pharmacie des tinctures mères chez Boiron, des extraits pharmaceutiques, des thérapies, Donc on génère des tinctures mères, on les caractérise, on regarde quels sont les composés qui sont dans ces produits, et on essaie de savoir quel est le composé actif responsable de l'activité. Donc ça, c'est une analyse chimique de la complexité de l'extrait végétal. Ensuite, on essaie de savoir comment c'est actif. Oui. Voilà. C'est-à-dire, on essaie de caractériser l'activité. Est-ce que c'est une activité directe? Donc ça, on peut le faire en laboratoire sur boîte de pétri, par exemple, est-ce qu'on a une inhibition de la croissance des bactéries? Mais aussi, ça ne nous dispense pas de passer au champ. Donc là, on va travailler généralement en collaboration avec les stations expérimentales locales, par exemple comme Tresser ou la Centrex, pour essayer de mettre en évidence l'activité au champ. Ça peut très bien marcher en laboratoire, et quand on passe au champ, après, on a des conditions qui sont différentes, on a des niveaux d'activité des fois qui sont un peu faibles, et donc il faut essayer de caler tout ça. Donc, caractériser la composition chimique, et deux, caractériser le mode d'action en essayant de définir la dose, le nombre de passages, etc. Savoir si c'est un stimulateur de défense ou quelque chose de défense naturelle de la plante, c'est-à-dire que la plante va mieux se défendre, ou si c'est quelque chose qui va directement agir sur le phytopathogène, mais le positionnement dans le champ, ce ne sera pas forcément le même. Donc tout ça est encore à caler, donc c'est ce qu'on fait généralement en collaboration avec les stations expérimentales. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place une étude qui va proposer un protocole pour faire de la qualité dans ces produits. C'est-à-dire que nous, l'idée est de développer un système, comme ça se fait dans le milieu pharmaceutique, par exemple, essayer d'adapter ce système-là à l'agrochimie, et en disant, voilà, si vous êtes un industriel que vous voulez arriver au marché avec un produit de qualité, il va falloir savoir qu'est-ce qui est actif, comment ça marche, et développer un système analytique qui va vous permettre de faire de la qualité. Parce que vous savez qu'une plante, d'une année sur l'autre, ne va pas exactement produire la même quantité de produits actifs. Et tout ça, il faut essayer de réguler tout ça et faire de la qualité pour assurer le consommateur final que le produit est toujours actif et sera satisfait en fait au moment de son achat. Donc toute cette réflexion-là, on l'a eu au sein du LCBE, ça a été proposé à la Fondation, on l'a proposé aussi à l'OCDE, qui nous avait invités justement pour savoir comment on pouvait faire pour essayer de faire de la qualité dans ces produits-là. Donc c'est quand même quelque chose qui est en pleine actualité, c'est-à-dire si l'OCDE a un groupe d'études de PME européennes essentiellement pour l'occasion, qui se demande comment on va arriver à proposer quelque chose au niveau européen pour faciliter la mise sur le marché de produits de qualité, en fait ce projet de la Fondation est typiquement dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'on doit arriver à développer un socle de connaissances qui devrait permettre d'arriver à faire de la qualité. Bon, évidemment, donc c'est essentiellement des PME. Ce que je vous dis, c'est l'objet de la Fondation est complètement assis ici, puisque on va avoir des difficultés à trouver des financeurs, des gros financeurs, puisque généralement ceux qui veulent commercialiser ces produits-là, c'est des PME. Et donc on est vraiment sur une recherche un peu à l'amont, essentielle au développement économique.
Donc, le projet s'appelle Agriculture durable et extrait phytoprotecteur. Et les partenaires envisagés pour ce projet sont l'Institut technique d'agriculture biologique avec qui on est en train de réfléchir à déposer un projet européen de cofinancement. C'est un projet qui est estimé à 180 000 € et donc 90 000 demandés à la Fondation. Sur 3 ans. Sur 3 ans. Et donc ce projet est soutenu déjà en soutien de principe des chambres d'agriculture, de la chambre d'agriculture des PE et du département plus général. Voilà. Les gros comme Boiron ne sont pas aux clients. Non, par contre, c'est pharmacie. Donc là, par contre, nous on est en tant qu'universitaire, là, on intéresse par contre beaucoup de PME essentiellement. C'est-à-dire qu'on est sollicité, enfin, on est vraiment sur les produits, on collabore déjà pour un travail, pas forcément le CE directement, mais on travaille par exemple avec Boema ou des Sambos ou des gens comme ça, qui sont des structures un peu plus petites, enfin, avec qui déjà discutons. Tu peux citer peut-être les PME qui ont abondé déjà? Alors, les PME qui ont abondé, je peux les citer, Fertiplus, Fertiplus, oui. Après, Phytotagant ou bien extrait végétaux local, avec qui on travaille aussi. Donc, sachant que là, aujourd'hui, il y a un décret qui est sorti au niveau français qui va autoriser, par exemple, tout ce qui va être nombre de tables comme des purs et aussi des extraits végétaux.